Pierre Julia, bonjour. Bonjour. Avec vous, on va parler des initiés. Vous en êtes le... Alors, on ne dit pas président, comme on dit-on chez vous. Chez nous, on dit le grand maître. Voilà, il y a une tradition. Alors, on va peut-être commencer justement par parler un petit peu d'histoire. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un club-service. Mais il y a un passé très lointain, de plusieurs siècles. Et à l'origine, c'est un métier. Oui, ce sont les corporations des une apothicaires, corporation. des apothicaires et des médecins qui faisaient venir depuis la Chine la badiane. Cette badiane était pilée par un pilon, notre symbole, qui est représenté sur le camail du grand maître. Et donc cette poudre servait à faire des médicaments et Donc l'année à sauver. l'époque n'était pas une boisson apéritive, était un médicament. À nous, c'était, je pense qu'à l'époque, l'apéritif n'était pas encore connu. n'était pas connu. Et donc cette poudre vraiment était un médicament, quoi. Oui. C'était purement pour la santé. Alors au XXIe siècle, les initiés sont un club-service, comme il existe les Rotary, le Lions, les Kiwanis. Quels sont les... Alors sans parler des statuts, qu'est-ce qui les distingue est-ce qu'il y a de la complémentarité avec les clubs-services que je viens de citer? Alors déjà, quant donc aux actions nous sommes des commanderies. Nous sommes 77 commanderies en France et en Europe. on représente chez nos voisins Suisse, Italie, Espagne, Bulgarie, Autriche. Allemagne. Alors l'Autriche pour l'instant est en mise en sommeil. Oui. Nous sommes aussi présents dans les îles Jersey, à La Réunion. Nous sommes représentés maintenant à la Louisiane, Oui. puisqu'un bailliage vient d'être réalisé. Et donc nous sommes fédérés à Paris, puisque notre siège est à Paris. Nous sommes un club service français. Avec des objectifs d'aider un certain nombre de structures, d'associations, Tout à fait. même de familles qui peuvent avoir un enfant handicapé. Bien sûr, notre seul objectif, c'est de faire du bien, en apportant, en faisant des actions pour récolter des fonds. Et ces fonds, donc, nous les remettons directement aux associations locales ou aux familles qui en ont le besoin. Alors une fois par an, il y a une manifestation importante que vous appelez le chapitre. Je crois que le prochain chapitre est assez proche, le mois prochain exactement. Exactement. Est-ce que là, vous avez déjà choisi les associations Bien sûr. ou les structures bénéficiaires? Puisque nous avons établi un programme, nous avons déjà budgétisé 12 000 € de remise de fonds cette année et qui seront remises lors de notre soirée qu'on appelle le chapitre magistral, soirée dédiée à la cérémonie d'intronisation des nouveaux membres. Et nous avons invité tous les présidents et représentants d'institutions ce soir-là pour leur remettre officiellement le don qui leur revient. Alors, quel type d'association, on ne peut pas forcément les nommer, mais donner des exemples, peut-être des années précédentes pour que les gens se situent un petit donc peu. nous avons deux fils rouges qui sont la sclérose en plaques. Donc là, l'argent est dédié à la recherche. Nous avons également aussi les Petites Sœurs des Pauvres de Saint-Étienne. Qui ont un EHPAD. Qui ont un EHPAD qui s'appelle Ma Maison à Saint-Étienne. Vous financez des distractions, des repas, tout à fait. Des sorties aussi peut-être. Des sorties, oui, tous les ans on leur offre la sortie estivale. Donc cette année c'était sur Lyon, ils sont allés visiter le musée de... comment il s'appelle le musée là, le nouveau musée là, tout vitré là. Le Confluence. La Confluence, tout à fait. Ensuite, donc cette année, nous aidons aussi deux médecins du CHU de Saint-Étienne par l'intermédiaire de l'association R. Donc nous avons aidé donc, deux chercheurs sur... ça veut dire aide à la recherche médicale. Tout à fait, une vieille association également, bien implantée sur le bassin stéphanois. Et donc là, ces deux virologues travaillent sur la bronchiolite des enfants. Donc ça nous touche particulièrement puisque nous, on souhaite aider plus particulièrement les enfants. Et vous pouvez aider des familles qui ont un enfant handicapé, par exemple, pour lui financer des cours ou... Oui, comme on l'a fait sur pour la petite traversée de Mahé, pour l'association Kilian de Saint-Chamond. Donc on vient directement en aide à la famille. On va terminer, Pierre, et on va donner la date. La date du chapitre magistral, puisque le lieu, donc ça sera le Best
western au restaurant By Georgette à Andrézieux-Boutéon. La date, c'est le samedi 4 octobre 2025. Je crois que là, pour l'instant, on a une fourchette de 115 personnes qui sont déjà inscrites. Donc, il y a encore quelques places. D'accord. Et, voilà, et merci de votre invitation. Et un site internet aussi pour ceux qui souhaiteraient en savoir Un site petit peu internet, plus. donc anisetier.org. Avec un Y, Anis. Anisetier avec un Y et au pluriel, s'il vous plaît, .org. Et sinon, je peux vous donner les coordonnées, mes coordonnées à moi. On ne sait jamais, si vous voulez vous inscrire pour le chapitre magistral. Donc c'est G comme Georges, pardon. IOIA.anisetier avec un Y et au pluriel, @gmail.com. Merci beaucoup, Merci, monsieur le grand maître. merci Patrick. Géraldine Blanchard-Picard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio Vega, ici au bistrot. Avec grand Vous êtes plaisir. coordinatrice d'espace. Alors, c'est pas Tout à l'espace fait. au-dessus des nuages. On va expliciter le sigle AISPAS. Si vous pouvez nous. Association, et je vous laisse poursuivre. Association interprofessionnelle de soins et de prévention des abus sexuels. Alors, à quelle période a été créée cette association? 1990. Nous avons 35 ans. Bien avant que des mouvements comme MeToo ou autres Éclate. sont très médiatisés. Absolument. éclatent. Tout à fait. Donc, vous avez une activité, on peut dire, architecturale récente, puisque vous avez déménagé et intégré de nouveaux locaux. Absolument. Nous sommes au 23 rue de la Richlandière depuis le 4 août, donc c'est très récent. Et nous sommes ravis d'être dans ces nouveaux locaux que la mairie de Saint-Étienne a mis à notre disposition. Alors, géographiquement, vous êtes amené sur quel type de zone? Est-ce que vous couvrez les 3 arrondissements? Est-ce que Absolument. Vous avez Moi, d'autres antennes alors, Oui, dans les- tout à fait. J'ai une antenne donc à Saint-Étienne. Ensuite, il y a Montbrison, Roanne, mais nous rayonnons absolument sur tout le département. J'interviens aussi bien sur Saint-Jean-Bonnefond que sur n'importe quelle commune, là où on fait appel à nous, là où il y a besoin. Et nous sommes en train d'ouvrir une antenne sur l'île. D'accord. Alors, vous avez des bénévoles, vous êtes une professionnelle, vous êtes coordinatrice. Tout à fait. En 2 mots, peut-être nous dire en quoi consiste votre fonction? Eh à bien, l'intérieur je de la suis structure. là pour absolument rassembler toute l'association, pour faire le lien entre aussi bien les bénévoles que les salariés, que les patients, que les psychologues, etc. Voilà. Et puis faire aussi le lien avec les autres associations, avec nos financeurs, qui sont l'ARS, le département et la région. Agence régionale de santé. Exactement, puisque nous intervenons sur le soin. Donc, même si depuis peu, vraiment la santé mentale est extrêmement importante, il est vrai que c'est devenu un sujet d'actualité, malheureusement. Alors, on va continuer avec 3 mots-clés. Je vais les énumérer, puis on les Tout à présentera fait. un par un. Prévention, la formation, l'accompagnement. Alors, la prévention, c'est plutôt Alors, un aspect pédagogique. Hein. Oui, exactement. Nous intervenons dans les écoles, aussi bien de l'école maternelle jusqu'au supérieur, puisque nous intervenons à l'école des mines, par exemple. Nous faisons de la prévention. Alors, c'est pas du tout le même public, ni les mêmes âges. hein. Exactement, Oui. c'est pour ça que nous avons des outils adaptés pour Oui. chaque âge. Oui. Nous avons en maternelle, c'est plus autour des comptines, des jeux, Oui. pour expliquer aux enfants que leur corps est leur corps et que personne n'a le droit d'y toucher. Ensuite, en élémentaire, c'est plus avec un livret et un petit peu d'explication des jeux. Collège et lycée, c'est sur le consentement, auquel Oui. nous jouons énormément. Et puis ensuite, c'est plus sur les festivités, on va dire, pour les écoles supérieures. Faire Et la attention. fréquence de ces séances, c'est quelle Alors, est-elle? c'est à la demande des écoles D'accord. et à la demande des mairies. Nous intervenons quand on nous demande, et nous avons fait quelques propositions aux plus grandes mairies de la Loire, on va dire, avec un contrat sur 3 ans pour, par exemple, les grandes sections en maternelle, les CE2, afin d'intervenir chaque année dans ces classes pour pouvoir faire de la prévention qui est de plus en plus indispensable.
Et est-ce que les demandes venant des écoles différentes de niveau augmentent Oui, malheureusement absolument. compte tenu, vous l'avez Tout à évoqué, fait, tout du à fait. contexte Oui, ça augmente beaucoup. Nous avons de plus en plus d'instituteurs ou directeurs d'école ou même d'inspecteurs qui font appel à nous en nous disant il est impératif que vous interveniez. Malheureusement, bien souvent, nous avons la demande après une révélation. Oui, bien sûr. Et ça, c'est dommage. Est-ce que vous avez des demandes individuelles des parents qui, par exemple, ont des enfants d'une école qui n'a pas encore été... Ah oui, tout à fait. Nous recevons toutes les victimes, ainsi que leurs familles. Donc oui, nous avons des parents qui nous interpellent parce que leurs enfants ont été ou abusés, ou il y a eu un souci dans l'école ne souhaite pas intervenir, donc les parents viennent à nous et nous intervenons. Alors, on ne peut pas tout dire, on va peut-être passer au deuxième mot-clé, la formation, et vous organisez une journée de formation. À qui est-elle destinée? Qui l'assure? Et est-ce que c'est autour d'un thème qui change chaque année? Comment est définie justement la thématique abordée? Alors, pour devenir bénévole à Espace, une semaine de formation est obligatoire. Comment elle se découpe? C'est 1 jour et demi de présentation des outils que nous utilisons dans les écoles, 1 jour et demi avec nos 2 psychologues qui expliquent vraiment ce qu'est par exemple la mémoire traumatique. Ensuite, nous avons 1 jour avec notre juriste qui est à demeure à Espace et 1 jour de formation d'accueil-écoute pour recevoir la parole des victimes. Ça, c'est la semaine obligatoire. Mais en-delà de ça, nous avons un catalogue de formation, puisqu'à la demande de certains de nos financeurs, il va falloir qu'à terme, nous puissions être complètement indépendants financièrement. C'est très difficile, donc nous avons un catalogue de formation qui est fait pour tous les accompagnants ou les encadrants des secteurs où il y a des enfants. C'est-à-dire les MJC, ça peut être la CPM, ça peut être des instituteurs. Voilà, nous les formons à recevoir l'écoute et la parole des enfants. Qu'est-ce que vous transmettez des propositions aux sénateurs, aux députés pour telle ou telle phase qui mériterait d'être améliorée? Oui, tout à fait. Nous avons organisé... Au bon sens du terme. Oui. Nous avons organisé le 12 juin un colloque international. À Saint-Étienne. À Saint-Étienne, absolument, où j'ai fait intervenir un ancien ministre du Liban, où j'ai fait intervenir quelqu'un des Philippines, de Suisse, du Canada et d'autres pays. Et Sylvie Bonnet, très gentiment, est venue clôturer notre 4e circonscription. C'est cela, bravo. Est venue clôturer en fait notre colloque en ouvrant et en disant ce qui peut être avancé dans les lois françaises. Comment est-ce que c'est prévu pour les années futures? Je reviens un tout petit peu sur le bénévolat. J'ai animé il y a quelques mois une table ronde sur la crise du bénévolat qui touchait tous les secteurs. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de recruter des bénévoles? Alors oui, c'est pas simple, mais nous avons connu quand même une période pas facile du tout. Et là, nous avons fait le forum des associations à la demande du maire de Saint-Chamond, où nous avons pu avoir des nouveaux bénévoles. Nous avons fait Saint-Étienne, où c'était une totale réussite. Roanne, ce samedi, où pareil, c'était une totale réussite. Bonne nouvelle. Et Montbrison, absolument. Et je tiens à dire qu'avant, nous avions des bénévoles qui étaient plutôt des retraités. Oui, des seniors. Et voilà, maintenant nous avons de plus en plus de personnes, absolument, d'une trentaine d'années qui veulent impérativement s'investir. Alors on va passer au 3e mot-clé, l'accompagnement. Oui. Quelques mots sur l'accueil juridique, on en a un petit peu parlé. Oui, tout à fait. Donc nous avons... Qui peut aussi évoluer. Tout à fait, absolument. Nous avons une juriste, Madame Lenry, dans notre association qui est à demeure et qui aide toutes les victimes qui souhaiteraient porter plainte. Voilà, il faut savoir que très peu de plaintes aboutissent et que la victime, elle veut simplement avoir en face d'elle son bourreau et que son bourreau lui dit «
je regrette. Voilà, ça arrive très peu. Alors, mais on accompagne quand même juridiquement, ne serait-ce que par l'article 40 pour pouvoir protéger des enfants qui sont en danger. Bien sûr. Et puis nous avons aussi l'accueil-écoute, c'est-à-dire Voilà, lorsqu'une victime nous contacte, alors ça peut être elle, ça peut être son médecin, ça peut être sa sage-femme, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui peut nous appeler pour nous dire voilà, cette personne est en difficulté, nous la recevons, elle est là pour pouvoir indiquer et raconter son histoire. Nous la recevons environ 1 heure, une première fois. Mais s'il y a eu vraiment des difficultés, eh bien, on est capable de la recevoir 2 fois, 3 fois, autant que c'est nécessaire. Suite à cela, nous leur proposons Des soins. Voilà, des soins, une rencontre avec nos psychologues. Nous avons 3 psychologues qui interviennent sur les 3 pôles. Et si la personne le souhaite rentrer en soins, il y aura les 3 premiers rendez-vous qui seront pris en charge par espace. Et ensuite, un coût est fixé suivant je dirais, les moyens financiers de la personne. Parce que pour nous, il est hors de question de laisser quelqu'un sur le bord de la route parce qu'il ne peut pas payer. Ça nous est impossible. On arrive à la fin de notre entretien. En termes d'actualité, vous jouez la carte de la professionnalisation de plus en plus. Tout à fait. Nous allons intervenir pour 2026 dans les EHPAD pour la libération de la parole, parce que certaines personnes ont besoin de garder de silence pendant des décennies. Tout à fait, et ont besoin de cela avant de partir. Oui. Je vais intervenir aussi dans les prisons. Parce que pour moi, bien souvent... Saint-Étienne. Oui, tout à fait. Parce que bien souvent, malheureusement, les bourreaux ont été victimes et n'ont pas été entendus. Ça, c'est très important. Et surtout, en avant-première, je vous le dis, nous préparons notre colloque de 2027. Alors avant, peut-être un mot aussi des partenariats sportifs. Vous êtes en train d'aller assez vite. De développer. Oui, tout à fait. On voit qu'il y a souvent des maltraitances contre des jeunes filles. Absolument. Dans un certain nombre de clubs sportifs de toute catégorie, oui, de toute discipline. Pas seulement chez les jeunes filles. Voyez-vous, cet après-midi, nous étions en train de remplir un tableau qui est propre à notre fonctionnement. Et Mireille, la secrétaire, me faisait remarquer que nous avions de plus en plus d'hommes qui venaient libérer la parole. Et ça, c'est très bien. Nous avons eu quand même 32% d'augmentation l'année dernière d'accueil-écoute. Alors, un gros événement que vous préparez, comme on n'a pas beaucoup de temps, peut-être votre site, est-ce que votre site Alors le site est en pleine construction, puisque nous sommes en train de changer beaucoup de choses. La communication a été reprise d'une main de maître, donc on est en train de tout faire, de tout lancer. Mais vous pouvez nous joindre à Saint-Étienne, au siège, qui est 23-25 rue de la Riche-Landière. Est-ce que vous adhérez à une fédération nationale sur la même thématique? Oui, nous appartenons à la Voix de l'Enfant, au COFRAD, bien sûr, et nous essayons de nous rapprocher de tous ceux qui mènent le même combat que nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Jean Robillard, bonjour, merci d'être venu sur Radio Gaga, ici au restaurant-bar Au Bureau, au quartier de Château-Creux de Saint-Étienne. Donc vous étiez un dentiste bien connu sur Saint-Étienne et vous menez une retraite très active, en lien quand même avec votre métier, dans une association qui s'appelle PBDS. Donc je vais vous demander d'expliciter le cycle, prévention. Alors voilà, effectivement, ça ne peut pas être plus en rapport avec mon métier, puisque je continue en fait d'exercer en somme les soins dentaires, la prothèse, etc. PBDS est une association qui a été fondée il y a 12 ans maintenant. Il était un peu pionnier, est-ce qu'il y en avait déjà dans d'autres départements? Non, pas vraiment. Il y en a, mais sous d'autres formes et de façon plus administrative et ordonnancée par l'ARS ou par certains centres. Mais peut-être pas gratuit en plus. Non, en général, non, c'est pas gratuit. Donc voilà, les PBDS, c'est prévention bucco-dentaire des seniors. Alors là, ce sont des retraités? Ce sont des... de la profession. Disons que, au départ, ce sont des dentistes, et il se trouve que comme nous sommes dans une pénurie de dentistes,
Eh oui. On a affaire effectivement à des dentistes retraités qui viennent intervenir dans les EHPAD pour s'occuper, voir ce qu'on peut faire au point de vue soins, au point de vue prothèses et surtout restaurer une hygiène bucco-dentaire importante chez des résidents d'EHPAD dont ce n'était pas forcément le quotidien d'avoir des soins et de l'hygiène. Voilà. Mais quand on parle d'hygiène, justement, les gens n'avaient pas forcément de brosse à dents, n'avaient pas voilà. Alors, d'accès à des on a affaire à dentifrices. des générations en gros de 80 à 100 ans. Oui. Ces générations-là, quand ils étaient jeunes, le dentifrice, le fluor, l'orthodontie et souvent la brosse à dents, c'était pas quelque chose qui était du quotidien. Et quand on allait chez le dentiste, c'était bien souvent pour se faire extraire des dents. Et d'autant plus, beaucoup plus en milieu rural qu'en milieu urbain. Oui. Donc on a affaire à je dis pas une patientèle, mais des résidents qui sont dans un état déjà physiquement, qui ont des gros soucis. S'ils sont en EHPAD, Oui. vous savez, je le redis souvent, rentrer en EHPAD, c'est pas forcément un choix, c'est quand on peut plus rester chez soi. Parce qu'on perd l'autonomie. Et donc en EHPAD, il faut s'occuper de ces personnes-là, les aider à se lever, à se laver, à s'habiller, à se nourrir et souvent à se nourrir. Donc voilà. Et les soins d'hygiène au niveau dentaire, c'est souvent pas la priorité forcément. Alors on n'est pas sans ignorer qu'il y a aujourd'hui une véritable crise du bénévolat qui touche la vie associative. J'ai personnellement animé une table ronde sur le sujet et ça touche tous les types d'associations. Est-ce que vous avez du mal à recruter des collègues, hommes ou dames, de votre profession pour s'engager à l'association PBDA? Alors, c'est pas un bénévolat total parce qu'on est défrayé quand même des soins, des frais qu'on a, des déplacements, et du puis matériel évidemment que tout le vous matériel, amenez, parce qu'il y a pas mal de matériel. Bien sûr. Alors là, c'est une association, loi 1901, à but non lucratif, et on est, disons, financé par ce qu'on appelle un pool de financeurs, où il y a les principales caisses de complémentaires, où il y a des assureurs, des caisses de retraite, et l'ARS participe aussi. L'Agence régionale de santé. L'Agence régionale de santé. Et bon, c'est quelque chose, je ne dis pas nouveau, mais ça fait 3 ans maintenant, parce que pendant les 10 premières années, l'ARS, avec laquelle on avait des réunions, des rencontres, nous disait c'est bien ce que vous faites, continuez. Donc c'était encourageant, mais c'était un petit peu juste pour les interventions. Voilà, donc ça, la sécurité sociale intervient un tout petit peu pour nous payer une partie du matériel. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que comme ce sont des dentistes retraités, on n'a plus de cabinet, donc on ne peut pas faire passer les soins qui sont à la nomenclature par la sécurité sociale. Donc c'est pour ça que nos interventions sont gratuites, aussi bien en soins qu'en réparation de prothèses. Alors on ne fait pas des prothèses neuves, parce que le problème dans les EHPAD, souvent c'est des personnes qui ont eu des prothèses, qui les ont plus, qui sont perdues, qui sont plus adaptées du tout, et ils mangent sur des racines, alors vous savez, voilà. Donc on ne peut pas faire des miracles, on peut pas, ce que je leur dis souvent, je ne peux pas vous faire repousser les temps, mais on peut essayer d'arranger les choses au maximum pour qu'ils puissent avoir une alimentation à peu près normale et non pas manger que de ce qu'on appelle le mixé, c'est-à-dire qui ressemble, tous les aliments sont à l'état de purée. Donc pour la santé, c'est pas très bon, parce qu'il n'y a pas d'assimilation des éléments indispensables à la bonne santé. Et puis au point de vue goût, ils perdent le goût de manger quand on ne peut pas mastiquer les aliments, qu'on ne les a pas dans la bouche, qu'on n'a pas la sensation de manger vraiment. Alors, quelle est votre zone d'intervention sur le plan géographique? Alors sur le plan géographique, c'est la Loire. Non, c'est la Loire. Alors c'est divisé un petit peu. Vous avez une antenne dans le Rouennais, par exemple? On a une antenne dans le Rouennais, où là, dans le Rouennais, on a un confrère qui s'occupe de tous les EHPAD autour de Rouen, et autour de Rouen, il y en a beaucoup. Parce qu'il descend jusqu'à Montbrison, entre Rouen et Montbrison. Il y a une trentaine d'EHPAD dont il s'occupe. On a au moins une visite par an pour faire du dépistage,
des conseils d'hygiène, aussi bien pour les résidents que pour les soignants, parce qu'il se trouve que, vous savez, dans la formation des infirmières ou des aides de personnel, quoi, ils n'ont pas de formation à l'hygiène dentaire. Donc on est obligé chaque fois vraiment d'expliquer ce qu'il faut faire, ce qui est parfois simple mais qui n'est pas fait. Donc voilà. Et nous, notre zone d'influence, c'est Saint-Étienne et tout autour, c'est-à-dire aussi bien le Forêt, on va jusqu'à Bouin, on va sur la vallée du Gier jusqu'à Rive-de-Gier, la Haute-Loire. La Haute-Loire, donc depuis Aurec jusqu'à le plus loin. Demain, par exemple, je vais avec un confrère au Chambon-sur-Lignon. C'est pas tout à fait la porte à côté. Oui, c'est pas tout à fait à côté. Chambon-sur-Lignon, on est allé aussi à Saint-Pierre-de-Bœuf, en dessous vers Bourg-Argental, et dans le nord à Noiretable. Oui. Enfin, voilà, donc ça fait quand même une grande. C'est un vaste territoire. Alors, il y a plusieurs catégories de résidences. Il y a des résidences qui appartiennent à des collectivités, bien sûr, à des structures privées, à des structures associatives. Alors, il y a tous les EHPAD, il y a toutes sortes d'EHPAD. Vous connaissez ces structures de résidence, vous connaissez? Oui, maintenant ils savent comment ça se passe. Donc, ils prennent contact avec nous, on fait une sorte de contrat d'intervention. Voilà, donc on essaye d'y aller au moins une fois par an pour voir le maximum de personnes, pour faire un état des lieux, des bouches, et pour faire des préconisations, s'il y a des soins ou s'il y a vraiment des choses à faire. Après, il faut qu'ils aillent dans un cabinet dentaire. Disons qu'on a un autre secteur d'intervention, parce qu'on a installé un cabinet dentaire. Je vais vous poser la question. Voilà. Dans un EHPAD on a un cabinet dentaire installé dans dans un EHPAD à Saint-Étienne, ça s'appelle la Sarrazinière, qui est dans le quartier de la Terrasse, donc Saint-Étienne Nord, où là on a un cabinet qui est tout à fait installé, dans lequel on peut quand même faire des interventions. Ça évite de déplacer sans arrêt du matériel. Voilà, et puis on peut faire quand même des interventions. J'y étais ce matin. On peut faire des empreintes d'appareils pour les réparer. J'ai fait des extractions. Et puis des obturations de dents quand c'est possible de faire ça, c'est quand même facilité. Le seul hic, c'est que ça impose aux EHPAD de transporter leurs résidents. Oui, mais je vais aussi vous poser la question. Voilà, alors ça, ce cabinet qui est très bien installé, où il y a tout, on a la radiovisiographe, on a évidemment la stérilisation et tout ça. Et le problème, c'est que c'est les transports. Parce que les transports d'un EHPAD dans un cabinet dentaire ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc ça pose des problèmes financiers, parce qu'un déplacement dans Saint-Étienne en ambulance, c'est 120, 140 euros qui sont à la charge soit du résident, soit de la famille. Et souvent, il y a des familles, déjà les pensions à payer dans les résidences sont quand même relativement élevées, ça représente des frais supplémentaires. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là, parce qu'il n'y a pas de... Bon, voilà. Jean-Louis, pour terminer, vous serez présent à une manifestation annuelle qui est née à Saint-Étienne, qui a perduré pendant plusieurs années, qui s'est déplacée à Lyon pour des raisons dues à un scandale judiciairo-politique, je ne donnerai pas de détails, et qui s'appelle Défi Autonomie. Est-ce qu'on peut en 30 secondes avoir la date? Bien sûr, alors c'est le 17 et le 18 novembre. 17-18 novembre. Ça se passe à Lyon, et ça se passe à l'intérieur de l'Opéra de Lyon. Voilà, donc c'est un cadre qui est très intéressant. Et bon, alors c'est un petit peu agaçant pour moi qui suis stéphanois de penser qu'on a un succès pour ce qu'on appelle le Défi Autonomie à Lyon, mais c'est comme ça. À Saint-Étienne, on avait 1000-1200 personnes sur un jour et demi. À Lyon, on en a 3000. Voilà. Où il y a beaucoup d'exposants, des réunions, des tables rondes, des conférences, tout ce qui touche la perte d'autonomie. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, un site internet peut-être? Bien sûr, il y a un site internet, donc Défi Autonomie. Voilà. Très bien, merci beaucoup Jean Robillard. Merci à vous de votre invitation. Avec plaisir. Ludovic Chazalon, bonjour. Bonjour. Avec vous, on va parler d'une manifestation culturelle, d'une manifestation musicale, le Rhino Jazz. D'abord, quelle édition, quel numéro d'édition, parce que
C'est une belle histoire. C'est une longue histoire de territoire. Ce sera la 47e édition du 47e Rhino Jazz édition, Festival. presque un demi-siècle. Presque un demi-siècle. On attend avec beaucoup de ferveur et d'impatience ce demi-siècle pour créer encore des fidélités de public, des concerts qui nous emmènent sur ce territoire qui est le nôtre, la métropole de Saint-Étienne, une petite partie de celle de Lyon aussi. Voilà. Alors c'est un territoire qui au début était surtout confiné au bon sens du terme, hein, dans la vallée du Gier, puis il y a eu une extension sur la ville-préfecture du département. Exactement. Et puis effectivement vous dispersé au bon sens du terme, Oui. dans un certain nombre de communes rurales, pilatines, Oui. dans le département voisin du Rhône aussi. Exactement. Eh ben, c'est-à-dire que effectivement, ce festival est né à Rive-de-Gier, à la salle Jean d'Asté. C'est le fruit d'un travail généré par Jean-Paul Chazalon en compagnie d'André Géry, qui était le maire de l'époque, Eh oui. il faut le citer. Et puis ce festival qui a démarré à Rive-de-Gier, c'est rapidement a pris une place un peu plus importante sur la commune de Rive-de-Gier, les Pays du Gier, et puis ensuite la métropole de Saint-Étienne. Alors on y reviendra évidemment à la fin de l'entretien. On va peut-être quand même donner les dates Oui. du prochain, parce qu'elle se rapproche. Hein. Elle se rapproche, nous attaquerons le 25 septembre jusqu'au 19 octobre. Nous avons 29 communes ou lieux partenaires cette année, donc c'est un grand cheminement, un grand... C'est un record, 29 communes c'est Non, 29 non. communes, on est entre 29 et 32 communes chaque année. C'est très bien, on a le temps, on a le plaisir de travailler un beau projet artistique sur ces communes qui nous font confiance, avec un public qui nous fait confiance chaque année, c'est quand même à saluer et on remercie ce public et ses partenaires qui nous suivent avec beaucoup d'intérêt. Voilà. Un peu de questions pratiques, la billetterie est déjà ouverte, il est possible de s'inscrire, Bien sûr. d'acheter des places pour telle ou telle soirée. Bien entendu, la billetterie est en place depuis le 6 juin via le site internet du festival et depuis une quinzaine de jours, tous les mercredis, de 10h à 19h, de 10h à 18h, pardon, Oui, oui. au Château du Jarret Qui est à votre siège. Saint-Chamond, Oui. qui est notre siège, qui est notre bureau. Voilà. Alors, 47e année, Ouais. juste un petit mot d'histoire sur la création, dans quel contexte est-ce né. Vous avez cité votre père. Oui, c'est ça, exactement. Jean-Paul l'a créé et puis il y a eu aussi une volonté d'étoffer le territoire, d'étoffer le projet artistique. Et chose faite, chaque année, c'est ce grand projet artistique que l'on a la chance de mener à plusieurs dans cette équipe et à plusieurs avec les partenaires qui sont les nôtres. Et ça, c'est tellement réjouissant, c'est tellement stimulant que ça nous permet d'être un jour à l'Opéra de Saint-Étienne, le lendemain à la Maison de la Culture Le Corbusier à Firminy, le surlendemain dans une petite chapelle, dans une église, à ces lieux, etc., etc. C'est un festival de territoire et de passion. Alors, vous avez employé le mot territoire, je vais rebondir. Il y a aussi des manifestations de jazz, et je pense que vous avez de bonnes relations avec elles. Une plus petite dans le Pilat, mais une plus ancienne, Oui. et qui est très connue aussi des amateurs Oui. à Vienne. Bien sûr, Hein bien Oui. sûr. Alors, est-ce que ce sont des concurrents, ou est-ce qu'il y a un peu de coopération Alors il y a absolument pas de concurrence et il y a surtout de la coopération. Cette année, notamment, alors ce ne sera pas à Vienne même, puisque le Festival de Vienne est déjà passé, mais nous collaborons avec un lieu que Jean-Paul Boutelier, fondateur et créateur de Jazz à Vienne, a créé, qui se trouve sur la commune de Sainte-Colombe. Le lieu s'appelle Quartier Latin Jazz Club. C'est un lieu qui a quelques mois d'existence, avec lequel on va collaborer pour un concert le 28 septembre dans ce lieu et on va proposer ensemble un artiste qui s'appelle Renaud Garcia-Fons, qui est un contrebassiste français, qui est l'un des plus grands contrebassistes de jazz et de musique dite jazz orientale. C'est vraiment une référence musicale. Ouais. Alors, en préparant cet entretien, j'ai vu aussi, et je l'ignorais jusqu'à une date très récente, qu'il y a une salle de jazz à Saint-Étienne, Solar, si j'ai bonne mémoire. Oui. Donc, il y a aussi quelque chose qui est dans la durée, qui n'est pas seulement dans des dates confinées à l'intérieur d'un festival. Exactement, et vous mentionnez le Solar, ça tombe bien parce qu'on aura une coproduction avec le D'accord. Solar cette année, le 19 octobre, la dernière date du Rhino Jazz qu'on finira en beauté chez nos amis du Solar, et parce qu'il n'y a absolument aucune concurrence, mais que des associations et des collaborations, c'est un partenariat que l'on souhaite vraiment maintenir et qu'on maintient déjà depuis quelques années. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de la musique, en même temps, il y a des modes en Ouais. musique. Hein. Est-ce que le jazz se pérennise? Est-ce que, un petit peu partout en France, il y a des grandes villes qui ont aussi des festivals de jazz, Ouais. ça continue à marcher? Ou est-ce qu'au contraire,
c'est un petit peu passé de mode et c'est peut-être plus élitiste. Il y a aussi des différentes... J'ai appris ce mot grâce à Jean-Paul, l'expression comme free jazz. Est-ce qu'il y a des évolutions, des changements Alors les familles dans ces musiques de jazz, elles sont nombreuses. Nous, on essaie chaque année d'en proposer plusieurs familles, des jazz en fait. Nous, on a mis les jazz au pluriel depuis déjà de nombreuses années. Oui. On a mis un petit S après les deux Z du mot jazz. Et c'est, je pense, tout à fait révélateur de l'histoire de ces musiques de jazz qui sont sans cesse en train de se renouveler parce qu'elles associent avec elles depuis longtemps le blues, le gospel, la soul music. Et tous ces courants musicaux en fait qui co-construisent ces musiques de jazz qui sont plus que centenaires, donc c'est un creuset musical fabuleux. Alors on parle beaucoup de budget aujourd'hui dans les informations. Ouais. Malheureusement, et vous le savez sûrement, est-ce que vous êtes victime de la baisse des budgets culturels? J'écoute assez souvent les journaux matinaux de France Culture et c'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui sont un peu effrayés venant du théâtre, de la musique. Nous sommes comme la plupart des événements, festivals ou même des saisons culturelles ou même des grandes maisons d'opéra. On est un peu assujettis à des baisses d'aide, oui c'est vrai, mais oui c'est exact, mais il faut continuer à travailler, il faut continuer à satisfaire un public, il faut continuer à être présent sur notre territoire et on essaie de le faire et ça nous réjouit une fois de plus. Est-ce qu'il y aura un thème un petit peu, une thématique particulière à cette édition? Alors, et si oui, est-ce qu'il y a un peu un invité d'honneur qui est mis en avant? Ce qui est souvent le cas. Alors, on n'aura pas d'invité d'honneur, on aura une thématique qui va être celle d'un jazz qui est très, qui est très entraînant rythmiquement, qui a de très belles compositions musicales. Et quand je parle de ces musiques qui sont très festives, j'associe des jazz qu'on pourra entendre qui sont à la fois assez proches du funk, assez proches de la soul music. C'est ce cœur musical-là, ce jazz-là très solaire, très groove comme on dit, sera présent. Et puis il y aura aussi de très très belles voix, connues ou un peu moins connues. Il y aura des têtes d'affiche comme Avishai Cohen, qui est un très grand contrebassiste de jazz, qui sera présent. On aura un musicien fabuleux, saxophoniste, qui a notamment joué avec David Bowie sur le Black Star Quartet, qui s'appelle Donny McCaslin, qui reviendra au Rhino Jazz Festival au Panassa à Saint-Étienne. On aura l'Opéra de Saint-Étienne avec un très beau spectacle. Scott Bradley's Postmodern Jukebox, c'est un mélange de swing et de choses assez pop. Donc ce sera des jazz qui vont être très colorés, très festifs et très inventifs. Alors je suis passé devant le château du Charret et j'ai vu les nouvelles affiches. Alors là aussi, bravo pour la communication. Merci. Chaque année, il faut trouver quand même un artiste. Il y a toujours cette constante, c'est-à-dire, d'abord j'aurais pu vous poser la question, pourquoi Rhinocéros? Mais là, je l'ai trouvé particulièrement bien coloré, cette affiche. Oui, c'est vrai, cette année, on a fait le choix d'un rhino avec une trompette. D'ailleurs, vous avez déjà fait des expositions d'affiches de l'historique, presque du demi-siècle d'histoire de la manifestation. Bien sûr, on a fait des rétrospectives d'affiches, notamment lors des 40 ans du Rhino Jazz Festival, où on a eu le plaisir de faire pêle-mêle toutes ces affiches que l'on a montrées, et c'était un grand bonheur de les remontrer à nouveau au public, qui avait ces affiches-là en mémoire et qui pouvait les retrouver. Voilà. Ouais. Alors on arrive un petit peu au terme de notre entretien qui s'est vite déroulé. Mais je vous en prie. Pour ceux qui veulent en savoir plus, qui n'ont pas tout mémorisé, ni les dates, ni les lieux, je sais que votre site aussi est très bien fait, votre site internet, vos réseaux sociaux. Donc pour consulter le programme complet et choisir. Sur www.rhinojazz.com, il y a toutes les vidéos, il y a la billetterie, il y a toutes les explications, les textes, enfin il y a l'ensemble des communes, tout est expliqué. Allez-y, prenez vos places. Et malgré un contexte bien compliqué, bonne chance pour cette 47e édition. Merci beaucoup Ludovic Chazellon de vous être déplacé au bureau. Avec plaisir Patrick, merci.
Jean-Michel Philibert, bonjour. Merci de vous être déplacé Bonjour, au Patrick. restaurant, au bureau à Saint-Étienne-Châteaucreux. Avec plaisir. On a déjà conversé ensemble lors de précédentes émissions. Vous avez une passion pour la littérature. Je voudrais ouvrir juste une petite parenthèse. On parle beaucoup aujourd'hui des séries. Et il y a longtemps, parce que c'est une série très ancienne, vous avez été passionné pour une série tournée au Pays de Galles, qui s'appelle Le Prisonnier. Et je crois qu'il y a eu un anniversaire récent et il y a aussi une initiative à laquelle vous avez participé. Alors on avait fêté effectivement les 50 ans de la diffusion de la série en France. Et en 2026, on va fêter les 60 ans. D'accord. Voilà. Et je prépare justement un 3e ouvrage sur la série. On aura l'occasion de le recevoir avec plaisir. À l'époque, il y Merci. avait peu de séries. Aujourd'hui, il y a énormément de séries sur toutes les chaînes, même Netflix ou autres, Arte. Tandis qu'à ce moment-là, il y avait assez peu de séries. Et là, Oui. c'était une série quand même originale. Oui, je pense que c'était la série la plus originale, avec d'autres séries de qualité. En ce qui concerne les séries actuelles, alors le médium a changé. On ne diffuse pratiquement plus de séries nouvelles sur les chaînes hertziennes. Donc ça change un petit peu sûrement la production de ces séries, voire la réalisation et les scénarios. En ce qui concerne Le Prisonnier, je pense que c'est une série unique et qu'elle a inspiré bon nombre Oui, il n'y a pas beaucoup de séries qui ont un club d'aficionados, Oui. qui écrivent, qui publient, qui organisent des réunions, des rencontres. Oui. Alors vous avez ensuite écrit des romans, notamment il y en a un qui est passionnant qui se passe sur l'île de la Réunion. C'est une marche très très longue. Rappelez-nous rapidement le contexte, puisqu'on parlera plutôt de l'actualité évidemment. Alors celui qui se déroule à La Réunion s'appelle la Diagonale du Fou, Voilà. en référence à la course d'Ultra Trail du même nom. C'est la suite de L'Homme qui court que je vais republier, je pense, fin de l'année ou début de l'année prochaine. Vous avez une grosse activité éditoriale depuis quelques semaines. Et puis la suite a été publiée il y a quelques mois, qui s'appelle Humanitaire. Voilà, la toile de fond, c'est la course à pied, Oui. et c'est un prétexte Oui. sur une vision de la vie. Alors votre passion pour l'écriture vous amène à changer de genre. Vous avez publié aussi un polar. Et ça c'est quand même un genre particulier. Lorsqu'on parle de Charles Breya ou d'autres auteurs, on ne cite pas d'autres livres que des polars. Oui, Et- c'est vrai, oui. Ben, le polar, c'est une de mes passions aussi, En tant que lecteur. en tant que Donc vous avez lecteur. voulu Voilà. passer de l'autre côté. Et en tant qu'auteur, j'avais Oui. j'avais un peu la peur de me lancer dans le genre, qui est comme vous l'avez dit, très célèbre, peut-être un peu calibré. Bon, et puis je me suis lancé à l'occasion d'une rencontre que j'ai faite avec un dessinateur célèbre qui s'appelle Gérald Forton, qui s'appelait Gérald Forton, il est malheureusement Ah oui, décédé. oui. Voilà, et avec Gérald, on a mis au point deux histoires, deux récits policiers dans l'Amérique des années 60, 80. Et puis malheureusement, il est décédé, donc ces projets n'ont pas pu se faire. Et je les ai insérés dans un recueil de nouvelles. D'accord. Voilà, Ah oui. Noir Asphalte. Alors là, on va parler, nos internautes sont en train de découvrir la couverture de Modeste le nudiste. Donc c'est à la fois un public enfantin, donc vise une autre forme d'écriture, de message, et c'est le travail aussi avec la bande dessinée. Comment vous êtes venu, là aussi vous nous avez parlé de quelqu'un qui était excellent, là Oui. vous avez connu un ou une dessinatrice, et c'est un thème qui reste pédagogique, mais tout en étant très abordable, plutôt humoristique, tant dans le nom de l'héroïne que des différents personnages, des photos qu'on publiera d'ailleurs dans le montage. Oui, mais j'avais travaillé avec Gérald Forton, comme je l'ai dit. J'avais travaillé longtemps avec Philippe Cottarel, notre illustrateur. Et là, j'ai travaillé avec Isabelle Grange, Oui. qui est du métier, qui est modiste au musée du Chapeau de Chazelles-sur-Lyon. Voilà. Donc le ou la modiste.
Et j'ai d'ailleurs appris quelque chose, que modiste, c'était différent de chapelier comme métier. Oui. Ça, je l'ignorais. Voilà. Je pensais que Le c'était un chapelier fabrique des chapeaux de façon industrielle et le modiste de façon artisanale. Voilà. Le modiste, autrefois, il y avait beaucoup de magasins de modistes Oui, oui, oui. où l'on venait choisir et surtout commander sur mesure son chapeau. Et c'est lors d'une visite du musée de Chazelles-sur-Lyon que vous avez rencontré Isabelle Grange, fait sa connaissance. Voilà, j'ai fait partie de l'association qui gère le musée. Voilà, puisque ce musée est un... Je le connais, je l'ai visité Oui, pour un reportage. il est extraordinaire. Oui, hein. oui, c'est vrai. À la fois la conservation du patrimoine et puis la création, puisque Isabelle crée des collections de chapeaux. Et donc on a sympathisé et j'ai proposé à Isabelle ce récit, connaissant son talent artistique, puisqu'elle a été peintre de renom à New York. Et voilà, donc on a confectionné, j'aime bien ce mot, de façon un petit peu artisanale ce projet. Et puis on a trouvé le bon éditeur, Enco Édition, qui est de Vienne, et qui nous a fait une superbe maquette. Alors, il est déjà en librairie, le livre ou... Il est en librairie, oui. D'accord. Et on peut le commander dans toutes les librairies. Et on a parlé de Chazelles-sur-Lyon, de la commune qui accueille le musée du chapeau. Le maire a préfacé l'ouvrage. Voilà, j'en profite pour remercier M. Pierre Véricel, donc le maire de Chazelles, qui a tout de suite vu l'intérêt d'une telle publication. Et voilà, et j'espère qu'on aura une bonne diffusion, notamment à la fête du livre de Chazelles, le 15 novembre. Alors parlez-nous un petit peu du personnage Modeste, le modiste. Il y a une trame, il y a un récit. Est-ce qu'on peut le résumer sans tout dévoiler au futur lecteur? Modeste porte bien son prénom puisqu'il est très timide. Et dans sa boutique de modiste, il voit défiler toutes les belles demoiselles de Chazelles. Hein. Je précise, ça se passe dans les années 50. Voilà, et puis il se dit que ces belles demoiselles ne le regardent pas, elles ne regardent que ses chapeaux. Et puis, eh bien voilà, un jour, une belle demoiselle entre dans la boutique et c'est une Modeste chapelière. Voilà. Et bien sûr, une histoire va se créer à partir de ces deux personnages qui s'appellent Alice. On a parlé BD, on pense aux enfants, c'est pas forcément uniquement un public d'enfants qui s'intéresse à la bande dessinée. Est-ce que c'est un ouvrage pour enfants ou pour tout public ou pour Alors c'est adultes? un ouvrage pour enfants dont le texte a été ciblé pour des enfants de 8-10 ans, voire 11-12 ans. S'adresse aussi aux adultes. Il y a une partie historique dans cet ouvrage qui a été rédigé par des professionnels du musée du chapeau. D'accord. Voilà. Donc il s'adresse aussi à tout public. Alors on a parlé de la fête du livre qui permettra de faire connaître au grand public. Est-ce qu'il est déjà en vente? Est-ce que vous avez eu des séances de dédicaces depuis sa sortie? Alors la première aura lieu le samedi 20 à la librairie de Paris, de Saint-Étienne. D'accord, Voilà. très bientôt. Et j'aurai d'autres dédicaces en librairie, sur Chazelles-sur-Lyon, sur Mornan, voilà, d'autres salons aussi, Saint-Martin-en-Haut, Roanne, sur l'île Comtal. C'est important aujourd'hui, ces différentes fêtes du livre, ces séances de dédicaces, est-ce que ça dope encore les ventes? Oui, ça dope les ventes parce que si on se contente de laisser quelques classique, livres en épouvante, voilà, ouais, ça ne suffit pas, donc il faut vraiment aller à la rencontre du public. On est un pays où il y a énormément d'éditions, Oui. de maisons d'édition et de sorties de livres. Hein. Il suffit de regarder soit des émissions politiques, soit des émissions d'information générale pour s'en rendre compte. Alors ça, on va dire, voilà, on arrive presque à la fin parce qu'on est bavards tous les deux. Alors on va parler d'un autre livre dont j'ai vu des images, des dessins. Je m'appelle Cathy Mini, hein, Voilà. et je suis 10. Alors c'est dyslexique, dyspraxique. Alors là, Donc là, ça, il y a un aspect pédagogique. Hein. Alors il y a tout à fait un aspect pédagogique, c'est un album beaucoup plus modeste,
qui est vendu 10 €. C'est un mini format pour un personnage qui s'appelle Katimini. Il y a un peu d'humour déjà. Oui, il y a dans de le l'humour. choix Je faut pas pense que que ce soit trop pédagogique. voilà. Puis c'est important de pas être austère, dédramatiser. de pas être austère. Voilà, les troubles 10, c'est quelque chose qui empoisonne la vie des enfants Bien sûr. et des adultes. Donc il faut dédramatiser ça, savoir qu'il y a des solutions pour accompagner ces enfants, et puis savoir que c'est une différence, et moi j'aime bien valoriser la différence. Quand j'ai vu qu'aux États-Unis on interdisait certains livres dans les bibliothèques, dans certains États. alors j'ai pensé à Julianne Moore qui a écrit un album pour enfants qui me fait penser un petit peu à Katimini, parce que c'est une petite fille qui est pleine de taches de rousseur. Et bien ça, aux États-Unis, c'est une différence qui n'est plus acceptée. Et moi, je veux au contraire valoriser la différence. 2 mots pour dire que vous avez fait le choix du noir et blanc, ou est-ce que c'est uniquement une raison financière d'imprimerie, ou est-ce que c'est un choix artistique? Alors c'est un choix artistique. Dans Modeste, le passage à la couleur se fait graduellement, et dans Katimini, le noir et blanc est un support créatif. Les enfants pourront colorier, gribouiller. D'accord. Une séance de dédicace pour terminer qui est prévue pour Katimini. Alors comme Modeste, à la librairie de Paris, et D'accord. puis dans les salons que j'ai cités tout à l'heure. Très bien. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci. Vous êtes déplacé. Merci pour nous bien. présenter vos 2 derniers ouvrages et un nouveau mode d'expression qui est une collaboration avec le dessin. Merci beaucoup. Clément Robillard, bonjour. Merci d'être venu participer aux entretiens YouTube ici au café-restaurant au bureau à Saint-Étienne-Châteaucreux. Alors pourquoi vous êtes là? Parce que vous êtes candidat, et à 6 mois, jour pour jour, d'ailleurs aujourd'hui, du premier tour de l'échéance des élections municipales 2026, qui auront lieu donc les 15 et, si je calcule bien, 22 mars prochain. Alors, je vous demandais d'abord de vous présenter. Vous êtes avocat. Est-ce que vous êtes un avocat spécialiste, pénaliste, plutôt spécialisé dans le monde de l'immobilier, dans le commerce, dans les litiges d'emploi? Oui, bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Donc je m'appelle Clément Robillard, j'ai 43 ans. Effectivement, j'exerce la profession d'avocat au barreau de Saint-Étienne. Et je suis associé dans un cabinet plutôt généraliste, c'est-à-dire qu'on traite du droit social, droit civil, droit pénal. Et nous sommes donc un cabinet généraliste dans la Loire et la Haute-Loire essentiellement. D'accord. Je suis arrivé à Saint-Prix-en-Jarret en 2017 avec mon épouse, Camille. Comme habitant. Comme habitant, D'accord. bien sûr, comme habitant dans cette commune. Et on a très vite réalisé à quel point cette commune était agréable à vivre. La commune compte... Il a une image, on va dire, Exactement. résidentielle au bon sens Oui, du terme, tout à mais- fait, avec de très nombreux atouts. Et je me suis tout de suite rendu compte qu'il y avait un très gros potentiel dans cette commune. On s'y est tout de suite senti très bien. De là à s'investir dans ce qu'on appelle la chose publique, autrement dit en français contemporain dans la politique, comment vous est née cette envie? Alors qu'aujourd'hui, on sait que souvent les maires sont les hommes ou femmes politiques les plus attaqués, voire parfois physiquement, avec des insultes, avec des choses qui sont quand même assez graves. Plus peut-être en milieu rural qu'en milieu urbain, et encore. Oui. Alors, je vous ai parlé de nombreuses qualités de Saint-Prix-en-Jarret, mais j'ai aussi vu qu'il y avait encore des choses à développer, des choses à faire pour que la qualité de vie soit encore meilleure. Mais moi, ça fait des années que j'ai très envie de m'investir pour la vie publique, pour aider les gens à faire en sorte que leur vie soit encore plus agréable, participer à la chose publique. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé à mon entourage qui habite Saint-Prix-en-Jarret de ma façon de voir les choses, et j'ai ressenti que c'était partagé, d'où ma décision d'être candidat à l'élection municipale. Alors sans étiquette politique, Oui. précise, d'un parti politique, Oui, non. ou de plusieurs partis politiques. Moi, j'ai constitué une équipe d'hommes et de femmes Vous avez déjà un d'horizons slogan, oui, d'horizons devise. très divers. Alors, mon équipe s'appelle Génération Unie Saint-Prix-en-Jarret en mouvement. Au pluriel, j'imagine. Oui, au pluriel. Donc, ce sont des femmes et des hommes d'origine très variée, aussi bien d'un point de vue professionnel que d'origine politique, parce que moi, je constitue une équipe et une liste qui dépasse les clivages politiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt collectif, l'intérêt des habitants de Saint-Prix-en-Jarret, sans parler des considérations purement politiques.
Alors, je l'ai qualifiée de commune résidentielle, et c'est vrai qu'elle a aussi une structure culturelle, qu'elle a également des commerces, des restaurants, une vie locale. Vous disiez, il y a encore des choses à faire, Oui. sans dresser votre programme. Oui, oui. Peut-être une ou deux pistes de sujets que vous aimeriez mettre en avant. Oui, l'un des axes que je veux absolument développer, c'est dynamiser la commune. Je veux à tout prix éviter que Saint-Prix-en-Jarret soit vécu comme une ville dortoir. Voilà, c'est malheureusement le chemin que ça prend ces dernières années. Je veux inverser la tendance. On en parle moins qu'avant. Voilà, il faut absolument faire en sorte que ceux qui vivent dans la commune se sentent bien dans la commune, passent du temps dans la commune en dehors des heures de travail et des heures des occupations quotidiennes. Pour ça, il faut une politique un peu plus dynamique et un peu plus ambitieuse. Voilà, donc ça c'est l'un des axes. Un autre axe, c'est la sécurité et la tranquillité publique, parce que c'est l'une des conditions essentielles pour permettre aux habitants de la commune d'avoir une bonne qualité de vie. Vous citer ceci, parce que vendredi, j'étais à la présentation du maire sortant de Saint-Chamond, et c'est le premier objectif qu'il a fixé pour un prochain mandat s'il est élu. Mais ça ne m'étonne pas, parce que c'est une préoccupation qui arrive en tête malheureusement dans absolument toutes les communes de France. Mais Saint-Prix-en-Jarret est concerné aussi. C'est une commune privilégiée sous différents aspects, mais il existe de la délinquance et il ne faut surtout pas relâcher la pression. Et encore une fois, il faut absolument veiller à ce que chacun, Saint-Prix-en-Jarret, puisse vivre dans de bonnes conditions et quel que soit son quartier. Alors, depuis plusieurs années, on ne peut pas parler de commune sans parler d'intercommunalité. Et Saint-Prix-en-Jarret fait partie d'une très grosse métropole, parce que c'est le degré le plus élevé de l'intercommunalité. Est-ce qu'il y a des choses à faire dans ce domaine ? Oui, alors c'est certain que Saint-Prix-en-Jarret fait partie de Saint-Étienne Métropole. Il y a eu de très nombreux transferts de compétences des communes à la métropole et il faut faire avec, c'est comme ça, c'est le sens de l'histoire. Donc effectivement, il faut être très présent. Comme maire de Saint-Prix-en-Jarret, je serai très présent avec les élus à Saint-Prix-en-Jarret parce que c'est là que de nombreuses décisions se prennent maintenant. Pour l'instant, la commune a-t-elle des vice-présidents ou vice-présidents ? Non, il n'y a pas de vice-président. Alors le maire est élu à Saint-Étienne Métropole ainsi qu'un adjoint. Donc il y a deux élus de la commune. Au bureau de voilà, exactement. Métropole. Il n'y a pas de vice-présidence, mais il faut être présent. Alors pas simplement présent pour être présent, il faut être présent pour exister, pour faire exister la commune au sein de Saint-Étienne Métropole, pour se faire entendre, bénéficier aussi des décisions qui sont prises à Saint-Prix-en-Jarret. Et puis parce que c'est Saint-Prix-en-Jarret, il faut pouvoir donner son avis et bénéficier des décisions qui sont prises. Alors quand on se présente à une élection municipale en l'occurrence pour la première fois, il y a un certain nombre de choses à savoir. Alors est-ce que vous avez consulté de la documentation ? Est-ce que vous avez rencontré des prédécesseurs, peut-être d'autres communes, peu importe, ou de la même taille ou de taille un petit peu différente, pour prendre des conseils à la fois pratiques et de communication aussi également. Oui, bien sûr, avant de prendre ces décisions, qui est une décision importante, c'est pas rien d'être candidat, c'est sérieux. Un peu plus de 6200 habitants. Oui, donc c'est pas un gros bourg. Oui, bien sûr, c'est une ville avec, qui est conséquente. J'ai rencontré des amis qui sont maires, qui ont été maires, qui ont pu m'apporter des conseils. Ce qui est ressorti, c'est que la première étape était de constituer une équipe, une vraie équipe qui tient, une équipe sérieuse, vraiment bien constituée avec des compétences. Et ça, je suis très content parce que j'y suis arrivé. Alors, c'est pas encore terminé, il y a encore 6 mois. Donc, il y a une contrainte que je qualifierais de positive, je suis à fond pour la parité, mais est-ce que ça a été difficile de gérer cette... Alors, difficile, c'est nécessairement difficile parce qu'il faut tenir compte de ça. Donc, ça complexifie la composition de l'équipe. Mais j'ai des femmes et des hommes de très bonne volonté qui sont dans mon équipe, donc je me fais pas de soucis pour ça. Mais l'une des conditions pour que je me présente à cette élection, c'était d'être bien entouré et d'avoir une équipe, si vous me permettez l'expression, qui tient la route. Et c'est le cas. Alors, vous avez déjà préparé, j'imagine, la campagne. Est-ce qu'il y aura J'imagine qu'il y aura des réunions de quartier, des réunions décentralisées, qu'il y aura la sortie d'un ou plusieurs tracts, peut-être la création d'un site internet dédié et des réseaux sociaux, c'est pratiquement incontournable aujourd'hui. Je recite, c'est pas du tout par sympathie excessive, mais le maire de Saint-Chamond a lancé le jour même de cette réunion publique un site internet dédié à son nom et 4 réseaux sociaux, X, Facebook,
LinkedIn et j'ai oublié le quatrième. Instagram. Merci. Alors moi j'ai lancé officiellement ma campagne à la Villa Saint-Michel Oui. dans le centre de Saint-Prix-en-Jarret mardi dernier. À cette occasion, on a effectivement discuté de tout ça et annoncé le lancement d'une page Facebook et d'un compte Instagram pour la campagne. Alors on profitera de ces réseaux sociaux pour diffuser toutes les informations, pour expliquer Bien sûr. à tous ceux qui y sont abonnés ce qui va s'y passer, pour discuter évidemment via ces réseaux sociaux. De façon un peu plus classique, on fera ce que j'ai appelé, et ça va sortir dans les prochains jours, une lettre aux habitants de Saint-Prix-en-Jarret, voilà, pour me faire connaître, pour expliquer quelle est ma démarche, pour parler de l'équipe et surtout parler du projet, parce que c'est quand même ça qui importe. Et nous allons faire des réunions de quartier. Voilà. Dans chaque quartier de Saint-Prix-en-Jarret, nous allons aller à la rencontre des habitants pour discuter avec eux, pour échanger sur leurs préoccupations et expliquer notre façon de voir les choses. Et surtout, écouter, c'est quand même très très important pour enrichir nos propositions. À votre première réunion qu'on a citée, est-ce que vous avez rencontré des habitants que vous ne connaissiez pas, à la fin il y avait peut-être un buffet qui sont venus vous présenter un certain nombre de problèmes, de soucis qu'ils ont et qu'ils aimeraient voir inscrits bien à sûr. l'ordre du jour d'une future équipe municipale? Oui, alors ma réunion, il y avait évidemment le noyau dur, c'est-à-dire mon équipe. L'objectif était d'élargir au maximum et c'est vraiment une opération réussie parce qu'on était une centaine à cette réunion, donc moi je suis très content de ce lancement. Bien, c'est une très bonne Oui, proportion, voilà, oui. pour Saint-Prix-en-Jarret, c'est vraiment, je C'est suis très qu'aujourd'hui, content que ça soit passé souvent, comme ça. malheureusement, un désintérêt de la chose politique, une crise de la vie associative. Donc j'ai vraiment senti un enthousiasme qui me motive, hein, évidemment. Et j'ai rencontré des habitants de Saint-Prix-en-Jarret que j'avais pas encore eu l'occasion de croiser et qui m'ont parlé de sujets très très concrets, hein, de la vie quotidienne, mais c'est pour ça que je me présente, pour répondre à ces sujets-là. Alors, pour terminer, est-ce qu'on peut donner une prochaine date d'une réunion publique qui est programmée? Alors les dates ne sont pas encore arrêtées parce que alors, on essaie de s'organiser concrètement, mais d'ici la semaine prochaine, certaines dates de réunion seront annoncées sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur les pages qui portent le nom de l'équipe, Génération Unie, Saint-Prix-en-Jarret en mouvement. D'accord, donc là on pourra voir tous les détails. Voilà. Un site internet est prévu? Non, c'est surtout là. C'est sur les réseaux sociaux. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon.